Donc on a dit que le cours est dédié Leilou Nishmata de Chmisa Bat Malana, qu'Hachem élève sa Neshama parmi les Nashim Satkaniot d'Israël. Alors vous savez que le principal, dans un cours comme ça qu'on donne à la mémoire de quelqu'un, c'est pas simplement d'écouter ce qui est censé être délivré Torah, c'est aussi que ce que ça va provoquer chez vous, l'éveil que ça va développer, et les envies que ça va vous faire, et le besoin de vous épanouir, qui soit aussi dédié à la mémoire de la personne. Et ça, c'est plus important que le cours en lui-même. Alors j'ai choisi une Mishnah dans Pirkei Avot parce qu'entre Pesach et Shavuot, on lit les Pirkei Avot, et il dit comme ça, Yehoshua ben Perachia, Veneta Yarbela Kiblu Mehem. Yehoshua ben Perachia Omer, Yehoshua ben Perachia il a dit, Aseh lecha rav, fais-toi un rav, ukne lecha chaver, acquiert-toi un ami, ve'avedan et kol adam lekav zechut, et juge tout homme du bon côté. Donc c'est sur ça qu'on va se concentrer en un seul mot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'avedan et kol adam lekav zechut, juge tout homme du bon côté. D'accord? Donc quand on parle de juger du bon côté, ça veut dire qu'il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. D'accord? Dans chaque situation, on peut voir une certaine ambiguïté. On peut dire, bon, d'accord, le gars il est sérieux, le gars il n'est pas sérieux, il a dit ça méchamment, il a dit ça gentiment. Il y a toujours une manière de juger qui est positive, une manière qui est négative. Alors ils disent, les chachamim, tu dois juger toujours de manière positive. Ok, tu dis, mais il y a des gens, c'est des escrocs, il y a des gens, c'est des dangereux, il y a des gens qui m'ont déjà déçu, il y a des gens qui m'ont volé. Ouais, le gars, tu lui as prêté 10 000 euros, il t'a dit, je te jure, sur la tête des enfants, je te rends dans une semaine, ça fait 4 ans. D'accord? Tu lui dis, quand est-ce que tu me les rends? Il te dit, est-ce que je suis prophète? D'accord? Donc ça veut dire que... Ou alors il te dit, c'est ou tout ou rien. Moi, ça veut dire que tu peux les oublier, tu les comptes dans le maaser. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a des escrocs. Alors ça veut dire quoi? Avec Dan Lekav Zechut, tu dois juger du bon côté. D'accord? Quelqu'un qui t'a menti, qui t'a triché, qui t'a truqué, qui est resté avec toi 5 ans, je vais t'épouser, t'en fais pas et tout ça. Puis un jour, il te dit, non, t'es plus mon genre, ou t'as grossi. Donc tu dois aussi juger du bon côté. C'est bizarre. Est-ce que la Torah elle demande d'être nia? Est-ce que c'est les bisounours? Ouais, est-ce qu'il faut être tumble? Non. C'est très important. Vous savez que dans la Torah, il est interdit d'être bête. Bon, il y a des religions, c'est une mitzvah, mais chez nous, c'est assourd. D'accord? Interdit d'être bête. Altier Kessil. Ouais. Rav Israël Salanter, il dit c'est le premier interdit de la Torah, c'est d'être bête. Une fois, il y a un gars, il m'a dit où c'est marqué dans la Torah? Je dis sur ton front, Hamar, en lettres d'or. D'accord? Non. Quelqu'un, il doit comprendre que c'est interdit d'être bête. Pourquoi? Ah, tu vas dire, mais sauf, c'est pas marqué dans la Torah. Alors le Rav Saadia Gaon, dans l'introduction à la Gemara Brachot, il dit une chose qui se pense fondamentalement selon ton esprit. Pour toi, c'est Minatora. Et c'est évident, c'est logique, il faut pas être bête. C'est normal, parce que si tu es bête, c'est comme si tu mets d'une lunette noire. Toute ta vie, tu vas l'interpréter à travers ta bêtise. C'est comme les gens qui sont paresseux. Et les gens qui sont paresseux de faire, les gens qui sont paresseux de réfléchir. Il y en a qui sont même paresseux de se remettre en cause. Il y en a même qui sont paresseux de s'arranger, du coup ils divorcent. Ouais. Il y en a qui sont paresseux même de réfléchir. Ils ont la prise de tête, ils sont fatigués. Mais quelqu'un, il peut rater sa vie par paresse. C'est pas possible. Ouais. Il dit, bah, c'est exactement pareil. Il dit, maintenant, c'est quoi l'équilibre entre le fait que quelqu'un, il doit avoir l'esprit ouvert, et d'un autre côté, il doit être intelligent, et puis il y a des gens qui sont carrément nocifs et dangereux. Donc ceux-là, c'est sûr, il n'y a aucune mitzvah de les juger positivement. D'accord? Le Rambam, il dit, si quelqu'un, il est fondamentalement rachat, s'il est tordu, nocif, méchant, violent, polluant, il y a une mitzvah de s'éloigner. D'accord? Tu n'es pas obligé de souffrir. Parce qu'il y a des gens qui se suicident en une fois, il y a des gens qui se suicident en 20 ans. Ça s'appelle un pervers narcissique. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que tu n'es pas obligé de... Alors enlève-toi, sauve-toi. Il dit, donc on ne parle pas de ça. Quand on est sûr que la personne, elle est vraiment tordue, donc c'est sûr qu'on ne doit pas juger positivement. Quand la personne, on est sûr qu'elle est 100% sadique, pure, honnête, 100% cachère, donc là, on n'a pas le droit de voir négativement. Vous me suivez ou... Ouais. C'est comme si vous voyez Baba Salé qui sort d'une boîte de nuit. Qu'est-ce que vous dites? L'homme est faible. Original. Non, c'est Baba Salé, Baba. Ouais. Donc c'est sûr qu'il a été pour ramener les tefilines de la vendeuse. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi que quand la Torah nous demande de voir l'autre positivement, donc de chercher la version la plus positive, ouais, c'est souvent dans les situations les plus complexes et les plus extrêmes. D'accord? Ça veut dire que les gens, par exemple, quelqu'un qui n'arrive jamais en retard, le jour où il arrive en retard, appelle les hôpitaux. C'est sûr qu'il y a un problème, parce qu'il n'arrive jamais en retard. Ouais. Un gars qui s'énerve jamais, s'il s'énerve, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Donc tu vas aller chercher une raison qui est correspondante au niveau de la personne.
Mais quelqu'un qui a une fiabilité dans la lourdeur, ouais, quelqu'un qui est perpétuel dans son mensonge, c'est le jour où il dit la vérité que tu dois te demander qu'est-ce qui se passe. Tu dis, oh, il y a un truc derrière. Ben, c'est cette logique-là, d'arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de juger positivement. Deuxièmement, et ça c'est plus problématique, c'est que quand on dit Avedan et kol adam lekav zechut, juge tout homme du bon côté, mais il y a la question la plus légitime qui se pose, mais qui t'a dit de juger? D'accord? Chacun il a sa vie, chacun il a ses choix, chacun il a son niveau, chacun son destin. Donc qu'est-ce que tu viens? Toi tu dis non, tu te conduis mal avec ta femme, c'est pas comme ça qu'il faut travailler, c'est pas ça qu'il faut faire avec ses enfants. Dis-moi, moi j'ai remarqué que les gens qui se permettent de juger les autres, c'est surtout pour créer une légitimité, pour expliquer pourquoi ils ne se jugent pas eux-mêmes. Parce qu'ils sont tellement occupés à sauver le monde qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Et ça, c'est déjà un signe au niveau psychiatrique qui est quand même assez clair. Parce qu'il y a une notion. Tout le monde parle français là. Ah. Non. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Mais si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais la personne, il y a une notion en français qui s'appelle la remise en cause. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a longtemps. Alors, la remise en cause, c'est un phénomène très très intéressant. Alors venez, on va le disséquer, on va essayer de comprendre. Remise en cause. La cause, c'est quoi? C'est la loi de causalité. En philosophie, la cause entraîne la conséquence. D'accord? Quand vous voyez quelqu'un qui est brûlé au 9e degré, vous avez compris qu'il n'est pas tombé dans la piscine. Parce que la cause et la conséquence ne vont pas ensemble. Donc quand tu vois la conséquence, en général, tu peux imaginer la cause. D'accord? Ça, c'est la loi de causalité. OK. Qui est une base de la croyance. Parce que la cause de la cause de la cause de la cause, c'est Dieu. C'est la cause première, d'accord? Ok. C'est Hadgadia. Ouais, celui-là, il a entraîné celui-là, qui a entraîné celui-là. Ok. Maintenant, après, il y a la mise en cause. C'est quoi la mise en cause? C'est que la personne a été mise en cause. En français, ça veut dire qu'elle a été mise à la place de la cause. C'est elle qui est la cause. Ça va? Donc, quand tu es mis en cause, c'est-à-dire que tu acceptes d'être la cause. En français, on appelle ça se sentir concerné. Mais en un seul mot. Fais attention. D'accord? Parce que quand c'est mal vécu, c'est parce que ça s'écrit en 2 mots. Quand le gars il se sent cerné, tu dis, bah, enfin, c'est normal. Alors après, pour nous, on n'a pas de problème, ça s'appelle la croyance. C'est quoi la croyance, la émouna? Les gens ils croient que la croyance, c'est de manger cachère, de faire Shabbat, de mettre les tefilines. Mais ça, c'est évident, parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. Donc, on parle bien sûr que tu fais tout ça. La question, elle est, est-ce que tu crois en Dieu? Alors, c'est quoi croire en Dieu? Croire en Dieu, c'est accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Le bon Dieu n'est pas un bleu. Alors dans les choses qui nous font plaisir, on est tous d'accord. Waouh, j'ai trouvé un immeuble à Saint-Mandé à 900 000 euros. Waouh, quel plaisir. Oh, j'ai une femme extraordinaire, on est d'accord. Mais quand tu as un enfant qui te sort les yeux, ouais, tu es convaincu que c'est le fils du voisin, ce qui n'est pas exclu dans l'absolu. Et quand tu te fais planter par un gars, ouais, là, tu commences à remettre en cause l'existence de Dieu. Mais Dieu, il ne se trompe pas. La vraie problématique de la vie, c'est la perfection de l'homogénéité entre toi et la réalité qui t'entoure. Et si vous ne croyez pas, de toute façon, ça ne change rien, puisqu'en physique quantique, c'est le même principe. D'accord? Une masse de molécules organisées ne peut s'inscrire dans un contexte que seulement si ce contexte lui est adapté. Voilà. Donc il vaut mieux que tu crois à Dieu, parce que sinon, il faut que tu crois à la science. Si tu crois à aucun des deux, alors il faut arrêter d'utiliser ton cerveau de manière régulière, ce qu'on appelle un consommateur, en 2 mots. D'accord? Donc maintenant, c'est pareil. Quand toi, tu acceptes que la réalité, elle est adaptée à toi, ça veut dire que c'est ta femme. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est ta femme. D'accord? C'est ton mari, c'est tes enfants. Tu dis, mais comment un brel pareil, il peut venir de moi? Premièrement, parce qu'il s'appelle Jacques. Et deuxièmement, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Mais là, vous avez un taux de réactivité d'un plat d'asperges. Si, Donc, ils ne sont pas là. Il Madame Saddam. Hein? Il Madame Saddam. C'est ça, donc ça doit être la moyenne d'âge. Mais l'idée, c'est quoi? Restez calme. Non, j'ai besoin des blagues, parce que si vous suivez les blagues, moi, je peux augmenter le débit d'idées. Mais si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, calva mort. Le reste, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Ça s'appelle en français répondre présent. Ouais. Maintenant, dans la mise en cause, quand il y a une réalité devant moi et je me sens concerné, ça veut dire que je suis dans cette réalité, donc elle me concerne. Vous savez, c'est Madame Bénichou, elle parle avec son mari. Elle dit, dis-moi, est-ce que tu étais à la bar mitzvah des Chiches Portiches? Alors il dit non.
T'es sûr? Ah bon? Il dit pourquoi? Parce que j'étais chez les Chiches Portiches, on a regardé l'album photo de la Bar Mitzvah, et sur les 500 photos, il y a 84 photos où tu es dessus. On te voit avec le Bar Mitzvah, on te voit en train de t'empiffrer au buffet, en train de draguer la serveuse. Tu es sur toutes les photos. Alors comment tu peux être sur toutes les photos et ne pas avoir été à la Bar Mitzvah? C'est impossible. Oui, non? Oui, voilà. Ça s'appelle le déni masculin, ça apparaît à partir de la quarantaine. Vous verrez ça quand il aura une secrétaire qui a des qualités morales extraordinaires. D'accord. Mais cette logique-là, c'est que tu ne peux pas être sur l'album de photos sans avoir été à la Bar Mitzvah. Maintenant, étant donné que dans l'album photo de ta vie, tu es dans toutes les photos, on dit en français d'ailleurs, il n'y a pas photo. Ouais. En hébreu, on dit Atabat Mouna, tu es sur la photo. Donc si tu es sur la photo, c'est que tu es concerné par la situation. Vous allez me dire, oui, mais j'étais pas seul. Tu dis, vous étiez deux, d'accord. Donc si vous étiez deux, vous êtes concerné à 100% par 50% de la situation. Si vous étiez trois, vous êtes concerné à 100% par 33% de la situation. Mais tu ne peux pas dire c'est entièrement la faute de l'autre. Parce que c'est ça ce qu'ils font les gens. Les enfants, ils accusent les parents. Ouais, mon père, il ne m'a pas allaité. D'accord? Les enfants, ils disent les enfants, ils ne nous ont pas écoutés. Ouais, les parents, ils accusent leurs enfants. Le rave, il accuse la communauté, elle accuse le rave. Le directeur, il accuse les parents ils accusent... Tout le monde passe sa vie à accuser. Mais réfléchis, Baba. Ok, t'as raison, t'as tort, on s'en fiche, mais t'es sur la photo. Si t'es sur la photo et que ça t'arrive, et que le bon Dieu, il t'a mis ça dans ton programme de vie, maintenant tu crois pas en Dieu, mais tu crois quand même à la causalité, tu crois quand même à la physique quantique. Donc il n'y a pas d'erreur. C'est qu'il y a quelque chose à apprendre, à tirer de là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, déni. Déni. Alors je rappelle les 3 niveaux de déni. Premier niveau, j'y étais pas. Deuxième niveau, c'est à cause de toi. Troisième niveau, c'était plus fort que moi. C'est 3 niveaux d'absentéisme. C'est extraordinaire. Donc on a dit la mise en cause, c'est d'accepter que je suis la cause. Non, j'ai jamais compris pourquoi les gens, ils se sentent mal quand tu les mets en cause. Quand tu dis à quelqu'un, tu sais que tu es la cause. Tu dis, ouais, j'ai raté mon bac, mais t'as rien foutu. Ah, tout de suite, tu me complexes, mais t'es un glandeur. D'accord? Tu dis, ouais, il n'y a aucune communication dans notre couple. Mais vous parlez? Non, jamais. Ah bah, ils sont bizarres. Ouais, ah, tous les enfants, ils... Ah bah, c'est normal, mais tu leur parles? Non, la tendresse qu'ils ne leur donnent pas physiquement, ils la prennent chimiquement. C'est facile. Bah oui, parce qu'ils devaient se fixer une ligne, ils n'y arrivent pas, donc ils aspirent. D'accord, donc c'est ça l'idée, sous prétexte qu'elle est blanche. Donc c'est ça l'idée, que la personne en vérité, elle doit accepter qu'elle a une part de responsabilité. Ça va? Maintenant, d'un autre côté, tu dis, mais ça m'angoisse, c'est anxiogène. Mais non, parce que quand je te dis que c'est à cause de toi, je te dis que c'est grâce à toi, donc tu peux sauver la situation. Donc comment ça se fait que les gens, quand tu leur mets la réalité devant eux, ils pensent toujours que ça, c'est pour les écraser, pour les détruire. Mais je comprends pas, mais c'est entre tes mains. Tu dis, ouais, le magasin, il marche pas. Ah, bah, alors, c'est encore de ma faute. Mais va travailler. Prends tes trucs, vas-y, change la disposition, appelle les clients, bouge-toi. Ouais, ma femme a fait la gueule. Mais t'as vu la tienne, c'est un miroir. Donc, il faut y aller, d'accord? Après, tu dis, oui, mais dans chaque chose, encore une fois, si tu es dans le problème, tu es dans la solution. Puisque la solution, c'est la continuité du problème. Donc, comment les gens, ils peuvent être dans le problème, mais pas dans la solution? Alors, je vous dis pourquoi. Parce que ça s'appelle la mise en cause. La mise en cause, c'est j'accepte d'être la cause. Ouais. Alors, comment ça s'appelle en français la mise en cause? Ça s'appelle la responsabilité. Ça va? Maintenant, vous avez compris cause, vous avez compris mise en cause. Alors, c'est quoi la remise en cause? C'est pour perpétuer un phénomène copié. C'est un phénomène recopié, c'est pour perpétuer le phénomène de copie. Ok. Donc, c'est quoi remise en cause? Ça, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Bon, il y a la cause. Après, il y a la mise en cause. D'accord. Mais tu sais quoi? Je suis responsable. Je suis mis en cause. D'accord. J'accepte. Je gère. Je fais ce qu'il faut. D'accord. Ok. Alors, c'est quoi la remise en cause? La remise en cause, c'est la perpétuité du phénomène. Donc, si la mise en cause, c'est la responsabilité, donc la remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Oui, non? Oui. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais c'est vrai. D'accord? Ok. Alors maintenant, c'est quoi? Alors, comment on dit en un mot la perpétuité du sentiment de responsabilité? Responsable. Ben, c'est la maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Je sais. Arrêtez de penser à votre mari. Moi, je parle de vous. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Non, parce que les gens me disent, ouais, mais comment vous connaissez ma femme? Comment vous connaissez mon mari? Et vous a téléphoné? Je dis non.
Moi, en vérité, je parle de moi et vous, vous assistez à mes activités d'analyse personnelle. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en vérité, dans l'extérieur, on est tous différents, parce que les goûts et les couleurs. Mais dans le fondamental, on est tous pareils. Après, il faut juste savoir jusqu'à quel niveau d'honnêteté je peux aller dans la recherche du fondamental chez moi. Alors, tu peux le faire naturellement, ça s'appelle l'auto-analyse ou le moussard. Tu peux le faire parce que tu as des problèmes, donc tu es obligé de le faire en thérapie, parce que tu as des souffrances, tu as des malaises, tu as des anxiétés. Mais celui qui est malin, écoutez bien, celui qui est malin, c'est celui qui soigne quand ça va bien. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils soignent quand ça va mal. Tu dis, oui, mais si je n'étais pas malade, je n'aurais pas eu besoin de me soigner. Oui, mais si tu t'étais occupé de ton corps, tu n'aurais pas eu besoin de te soigner. Tu t'es occupé de ton couple, tu n'aurais pas besoin de te soigner. Tu serais occupé de ton business, tu n'aurais pas eu besoin d'un dépôt de bilan. Donc la vie, elle est facile. Ouais. Maintenant, si c'est ça, donc maintenant, si on croit en Dieu, ça veut dire qu'on va accepter que chaque réalité qui est en face de moi, elle me pose une question. Qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai une question avec ma fille, j'ai une question avec mon garçon, j'ai une question avec mon mari, j'ai une question avec mon corps. Mon corps, il a mal là, il a mal là. Mon corps, il me parle. C'est connu. Le corps parle. Ouais, quand tu as mal quelque part, c'est le mal qui te parle. Ça s'appelle la maladie. Le mal a dit. Écoute-le. Tu dis non, je prends des Doliprane, je prends de la cortisone. Ok, qu'est-ce que t'attends? Le cancer pour te réveiller. Donc le corps, il te parle. Réponds-lui. Tu dis non, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis. Bah, la vie, c'est pareil. L'enfant, il te parle. Il fait une bêtise, une deuxième bêtise, une troisième bêtise. Il t'appelle. En vérité, ouais, il t'appelle. Toute la vie, c'est pareil. Quelqu'un m'a dit, Raph, qu'est-ce que je dois faire? Ma femme est laxative. Ça veut dire quoi? Elle génère le transit. Pas laxiste. Non, pas laxiste. Non, je parle français. Hein. À 17 ans, je dictais des histoires de philo à des deuxièmes années d'Hippocagne. Donc, je parle français. Donc, je vous dis l'idée. Le gars, il me dit, ma femme est laxative. Ça veut dire, elle m'appelle quand je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Va travailler. Quand t'es pas là, pourquoi t'es pas là? T'es jamais là. Des gens qui t'aident à aller aux toilettes, tu vois. Non, c'est vrai, il y en avait une comme ça, elle était tellement, je lui ai dit, écoutez, changez de métier. Elle était l'opticienne d'ailleurs. Je dis, vous devriez travailler dans la lutte contre la constipation, parce que vous vous mettez devant la porte des toilettes, le gars, ça va l'aider, mais c'est phénoménal. Ouais, ah, mais qu'est-ce que tu me fais? Eh ben merci, c'est une libération. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, il me dit, alors je lui dis, écoute, il me dit, ma femme est laxative. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, tu veux une réponse honnête ou tu veux un truc qui te fait plaisir? Parce que maintenant, il faut demander, parce que les gens, ils n'aiment pas. Ça les dérange, ils aiment bien. Bon. Alors, je lui ai dit, écoute, ta femme, elle ne se sent pas aimée. Comme elle ne se sent pas aimée, elle va te faire jusqu'à ce qu'elle se sent aimée. C'est facile. C'est normal. Un mari, c'est pareil. Un mari, il a besoin d'admiration. Dis-lui qu'il est magnifique, dis-lui qu'il est beau, dis-lui qu'il est bien. Tu as dit, non, t'es bête, t'es nul. Regarde, mon beau-frère, il gagne plus d'argent que toi. Il a déjà le tabouret, il lui manque la corde. Il va trouver une solution. Non, il s'est marié à 1m85, maintenant il fait 1m25 tellement. T'es vrai, t'es nul, t'es... Quasimodo. Ouais. Il dit non, l'idée c'est ça. C'est qu'en vérité, j'ai des gens en face de moi, et ça c'est la plus grande épreuve. C'est parce que la personne en face de moi, elle a exactement besoin de ce que je ne veux pas lui donner. Je ne sais pas si vous me comprenez. La femme, elle veut des sentiments, le mari, il ne veut pas lui donner. Le mari, il veut du respect, la femme, elle ne veut pas lui donner. C'est incroyable. Les enfants, ils veulent de l'attention, tu leur donnes de l'argent. Tu veux leur donner des valeurs, tu leur donnes des valeurs. Après, tu m'étonnes qu'ils n'ont aucune valeur personnelle, puisque tu ne les as pas valorisés, tu les as valorisés. Ah, il m'a dit, Ben Chetri, j'ai 6 garçons. Qu'est-ce que j'achète comme action pour leur avenir? Je dis, prends des caves. Comment des caves? Puisque tu en as 6, ça fait des 6 caves. C'est pas grave. Alors, il faut avoir l'honnêteté d'accepter que le bon Dieu ne s'est pas trompé. Vous me suivez? Le bon Dieu ne se trompe pas. C'est des étapes. Tu sais, il y a 4 grandes étapes dans la vie. Il y a le célibat, il y a le mariage, il y a les enfants, et il y a après le mariage des enfants. C'est 4 étapes. Maintenant, c'est comme un diplôme en 4 ans. La première année, tu dois obtenir, par exemple, 6 UV. Ce n'est pas des niveaux de bronzage, d'accord? La deuxième année, 10 UV. La troisième année, 5. La quatrième année, 4. Si la première année, sur les 6, tu n'en as eu que 1, il t'en manque 5. La deuxième année, il y en avait 10. Ça fait 10 plus 5, ça fait 15. Vous me suivez ou non? Deuxième année, manque de peau, tu étais amoureuse, tu n'arrivais pas à te concentrer, tu n'as rien foutu. Tu en as eu 2 sur les 16, sur les 15. Du coup, il t'en manque 13 l'année d'après, la troisième année.
Il t'en fallait 6, ça fait 13 plus 6, ça fait 18. La première année, c'est le célibat. 19. La première année, c'est le célibat. D'accord? Pendant que tu es célibataire, il y a un certain nombre d'UV que tu dois obtenir. Ton autonomie existentielle, ton respect de toi-même, ton niveau de religion, ton niveau professionnel, ta relation avec l'argent, avec les autres, avec tes parents. Tout ça, c'est des choses que tu dois régler normalement avant le mariage. Ce qu'on appelle la silhouette psychologique formée. Ouais, super. Maintenant, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Ils n'ont pas la tête, ils veulent rester des gamins, éternel ado. Bon, du coup, ils ne le font pas. Alors ne t'en fais pas, écoutez bien. Tous les UV que tu n'as pas obtenus en tant que célibataire, tu les épouses. Mais c'est l'horreur. Donc le menteur, il va rencontrer ou une femme qui ment plus que lui, donc il va devenir fou, ou une femme qui ment jamais, il va mourir. Ouais. La tête en l'air, elle va épouser l'architecte. Elle est et l'autre, 5 cm 32 à l'ouest de... Elle devient folle. Ouais. Elle est l'expert comptable. Elle était une fleur. Ouais. Pourquoi le bon Dieu il a fait ça? Mais ça va être un cauchemar. Mais non, t'as pas compris. Tu épouses tes manques. Vous suivez ou... Et après, tu travailles dans Shalom Bayit. C'est quoi Shalom Bayit? Shalom Bayit, c'est Shalem. Shalem, c'est quoi? Bishvil Shalom, ça veut dire les Shalem. Non, c'est pas ça. Non, Shalem, c'est complet. Shalom, c'est la paix, c'est complet. Donc maintenant, toi, tu viens incomplet, elle vient incomplet. Normalement, toi, si tu as l'intelligence de dire, mais ma femme, de toute façon, elle-même, tout ce qu'elle me demande, c'est par amour. Donc, je vais me compléter grâce à elle. Donc, un homme, c'est un gamin, il devient un homme grâce à sa femme. Une femme, elle devient une femme grâce à son mari. Vous me suivez ou non? Ça, c'est seulement s'ils acceptent que l'autre peut les faire grandir. Mais si dans la psychorigidité, de toute façon, on ne se comprend pas, de toute façon, je t'aime pas, de toute façon, tu me saoules, tu me prends la tête, de toute façon, tu veux m'écraser, tu veux me détruire comme mon père. Mais enfin, chérie, t'as 38 ans, ça y est, on passe à autre chose. Non. Ouais. Donc, il y a des UV de mariage qu'on ne va pas obtenir. Parce que pendant le mariage, il faut la communion, la communication, la solidarité, la compréhension, la bonté, la reconnaissance, la finesse, la douceur, juger positivement. Tout ça, c'est des UV qu'il faut obtenir pendant le mariage. Ça va? Super. Tu vas dire, eh ben, si on ne les a pas fait, voilà. On était deux ados en crise, toujours de la faute de l'autre, ouais. Eh ben, c'est pas grave, parce que ce que tu n'as pas obtenu en première année célibataire, en deuxième année marié, c'est pas grave, tu les accouches. Bah oui, parce que les enfants, ils viennent de qui? Je parle pas des gens qui ont des voisins entreprenants, je parle des gens normaux, d'accord? Ben, les enfants, ils viennent de toi. Or, vous savez très bien que les enfants, ils sont faits de la semence. Et la semence, c'est quoi? C'est l'essence de la personne. L'essence de la personne, c'est l'ADN. L'ADN ne peut pas tricher. Il n'y a pas, tu ne triches pas. Si on trouve ton ADN sur une scène de crime, t'as beau dire, allez, monsieur le commissaire, allez, alors est-ce que j'ai une gueule d'assassin? Écoutez, monsieur, il y avait du sang partout, il y avait votre ADN. Et ADN, c'est quoi? C'est Aleph, Dalet, Nun. Et le Yud, c'est la Chokma. Ça fait Adonai. Tu ne peux pas tricher avec l'ADN. Il n'y a pas. Où tu vas, tu montes, tu descends, il est là. Son nom, il est marqué partout. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, les enfants, ils sont là. Donc, les enfants s'appellent... Une fois, quelqu'un m'a dit, Maramet Chetrit, franchement, vous êtes quelqu'un de cartésien, de pragmatique. Vous croyez au Gilgoul, à la réincarnation? Je dis, bien sûr. Il dit, ah bon, oui. Je fais, tu te rappelles, en CM2, tu foutais rien, toi. Tu trichais, tu dis à ta soeur de faire les exercices de maths. Maintenant, tu te retrouves avec ta fille qui est en CM2. Elle te dit, papa, tu m'aides à faire les exos? Toi, tu vas mourir. Tu comprends rien de quoi ça parle. Donc, tu es en train de te réincarner en CM2, là. Vous me suivez ou non? Attends la réincarnation, que tu vas revenir en chien ou en cheval, histoire de dormir debout. Non, déjà la réincarnation réelle, c'est comme les épreuves. C'est comme les gens qui te disent, mais Rabbi Shitrit, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je sais pas, ce que tu redoubles. Fais tes devoirs. Si tu grandis, tu augmentes. Je tombe toujours sur des garçons qui abusent de ma gentillesse. Oui, mais t'es un peu malade, toi. C'est vrai. D'accord. Mais moi, je tombe que sur des malades. Bon, mais t'as un côté Mère Teresa, comme ça, infirmière. Je les soigne, je les prends en main, je les materne. Alors, tous les bébés, ils viennent pour allaiter. C'est normal. Parce que tu fais la maman, ils font les bébés. C'est grave. Alors quoi, mais comment ça marche? C'est moi qui les attire, c'est moi qui les crée. Ce qui se ressemble s'assemble. Le vide attire le vide. Regardez les footballeurs, ils courent après le ballon. Quand tu vois ce qu'ils ont dans le cerveau, tu vois bien que c'est de l'air. C'est de l'air qui court après de l'air. C'est pas grave. Du moment qu'il y en a un qui amène la délivrance, ce qui s'appelle Messie. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Ouais. L'idée, personne ne rigole. Si vous rigolez pas, c'est que vous comprenez rien. Je sais pas. Parce qu'il y a deux solutions. Ou c'est très lourd ou vous comprenez rien. Je sais que j'ai un style, il faut s'adapter. Il faut dire, attends, c'est vraiment un rabbin là? Ouais.
Mais en fait, ne croyez pas qu'on est en train de dire un mot. On est en train de faire un parcours psychologique ensemble. C'est-à-dire que moi, je dis un langage commun, mais vous, dans votre tête, vous traversez les étapes de la vie passée. Vous dites, ah là là, mais c'est vrai. Oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps. Oh là, mais j'aurais dû, mais j'aurais su, j'aurais pu, j'aurais cru. Vous me suivez ou... Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si, encore une fois, on croit en Dieu, d'accord, et qu'on a compris que chaque étape de la vie, elle est là pour nous faire grandir. Et que plus on est flou dans la reconnaissance, plus Hachem, il est précis. Il t'envoie exactement, ouais, et c'est normal, pourquoi? Parce que, donnez-moi une bouteille, une bouteille fermée avec un bouchon. Non, pas moi. Même de l'eau, n'importe quoi, un Perrier. Voilà, regardez. Ça, c'est une bouteille. D'accord, vous la voyez. Si vous la voyez pas, il faut acheter un chien. Il y a la boucha aussi. Hein. Je sais. Tu as vu que tu as le droit d'intervenir. Bon. Alors, donc, ça, c'est une bouteille. Vous la voyez. Maintenant, la bouteille, elle est faite de 2 morceaux. Très importants. La bouteille et le bouchon. D'accord? Ok. Si je vais en Amazonie, en plein milieu de l'Amazonie, et j'amène ça, que la bouteille, et je leur montre. Les gars, ils ont pas vu la civilisation depuis 5000 ans. Ouais, ils ont un slip comme ça. Ils comprennent pas. Et une semaine après, j'amène le bouchon, séparément. Donc il ne voit pas le rapport. Bon, après je fais comme ça, je visse. Je visse. C'est que la vis, c'est un phénomène au niveau technologique. C'est que ça rend étanche la bouteille. Ok. Ben, c'est pareil. Ça c'est l'homme, ça c'est la femme. D'accord? Comment tu sais qu'ils ont réussi leur fusion? Tu sais comment? Non? Dans la bouteille. Personne ne pleure. Regarde. Tu vois? Personne ne pleure. C'est ça le shalom. Ouais. Toi et ton fils, personne ne pleure. Toi et ton client, personne ne pleure. Si le client il pleure, c'est que tu es un voleur. Tu dis non, mais c'est le business, hein, c'est comme ça. Moi je prends, lui il meurt. Non. Et tu vas dire, c'est comme ça qu'on a gagné beaucoup d'argent. Ok, mais si tu as 10 000 personnes qui se lèvent tous les matins pour prier pour que tu meurs, tu vas pas travailler un rhume. Au moins il le sait, mais un truc sérieux. D'accord? Donc c'est exactement pareil. Maintenant, tu vois cette correspondance entre toi, entre la bouteille et le bouchon, et entre toi et ta femme, et entre toi et ton fils, et entre toi et toi-même. Parce que tu as aussi rendez-vous avec toi-même. Être toi-même, le même que toi. Je vous dis ça, c'est une des choses, malheureusement, les moins répandues et les moins soignées dans le monde. Toute la journée, je parle avec des gens et tout ça, je vais les aider, je dis mais j'ai un problème, il me dit mais c'est quoi? Oui, mais ma femme, alors, mon mari, mes enfants. Tous ces gens-là, qui t'entourent, ils ne sont que le reflet de la distance qui existe entre toi et toi. Ben oui, parce que si tu te connaissais toi, tu comprendrais ton fils puisqu'il vient de toi. Si tu te connaissais toi, tu comprendrais pourquoi la vie elle s'adresse à toi de cette manière, pourquoi tu as cet ashgaha-là. Ouais. Si toi tu reconnaissais que tu étais un menteur, tu comprendrais pourquoi les gens ils n'ont pas confiance en toi. Ouais. Si tu reconnaissais que tu es un glandeur, tu comprendrais pourquoi la vie elle va au ralenti puisque tu fous rien. Donc le fait que tu ne te connaisses pas, donc il n'y a pas ce lien-là de fusion entre toi et toi, c'est ça qui crée tous les problèmes que tu as dans la vie. Non, les gens, ils font des séminaires, ils font des thérapies, ils font de la recherche personnelle, de l'auto-analyse, d'accord, de la construction intérieure, de la création de portraits robots, de leur intériorité. Mais il fait du moussard. Je crois qu'on a attendu Freud pour comprendre comment il fonctionne l'homme, les kochot hanefesh, la psychologie. Il faut juste étudier, il faut apprendre. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, et j'en ai soigné des psychiatres, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle a rendez-vous avec elle-même, d'accord? Maintenant, venez on réfléchir. Pourquoi est-ce que quelqu'un, donc ici les Khamim, ils ont dit, Avedan, juge tout homme du bon côté. On a dit, mais pourquoi est-ce qu'on a dit juge? Moi j'aurais dit ne juge pas. En vérité, ça veut dire qu'en vérité, l'homme, naturellement, il juge. Naturellement. Parce que c'est quoi juger? Juger, c'est jauger. Jauger, c'est se situer. Maintenant, celui qui n'a pas atteint la complétude, celui qui n'a pas la paix intérieure, celui qui n'est pas construit, celui qui a du vide dedans, celui qui a personne dedans, il se sent tout le temps obligé de regarder ailleurs. Je vous donne un secret. Celui qui accuse les autres, ouais, il ne devrait pas le faire puisqu'il sait qu'il a une part. Maintenant, pour accepter que tu as une part, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans qui puisse dire j'ai une part, j'ai apostrophe. Ouais. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas construit son moi,
Donc il n'y a personne dedans pour dire c'est moi. Donc par rebond, il est obligé d'acculer les autres. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'incapacité à la remise en cause, c'est un manque de maturité. Or, c'est quoi la maturité? La maturité, c'est l'équilibre entre ton être intérieur et ton être extérieur. Entre toi et ta réalité. Entre toi et ton corps. Tu as un corps. Tu acceptes ton corps. Ou non. Tu dis non, 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 non. Tu fais 24 opérations, tu mens, tu achètes des miroirs déformants. Ou tu dis non, je suis comme je suis beau comme je suis belle comme je suis. T'es belle dans ta tête avant tout. Ouais, c'est pareil, dans les études. Ouais, je suis nul, j'ai pas de diplôme. Eh ben, c'est pas grave, je suis un autodidacte. Je me bats, je me prends le taf et je le fais et je gagne. Et j'arrive. Ouais, ou non. Je dis, ah non, je suis pas diplômé, alors je suis nul, j'y arriverai jamais. T'as vu, l'autre, il a fait une grande école. Non. Il y a des gens qui gèrent des milliards. Ils savent même pas lire, ils savent même pas écrire. Ils font des petites croix comme ça. Tu lui dis, mais, tu lui dis, mais papy, là, tu fais quoi là? Ça, Brooklyn. Ça, Downtown, Los Angeles. Ça, Singapour. Tu dis, mais c'est quoi les croix? Les immeubles. Mais il y a combien là? Là, 4, 5, 4500. Le mec, il a 4500 appartements. Tu dis, mais t'es fou. Il a la tête. Ouais. Il a l'intelligence. Il y en a, ils ont la tête, ils n'ont pas l'intelligence. Vous me suivez, vous? Il y en a, ils ont l'intelligence, ils n'ont pas la tête. Ils n'arrivent pas. Il faut y aller un moment. Ça s'appelle Chokhmat Chaim, l'intelligence de la vie. Ah, il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait l'école de commerce. Mais il gère. C'est comme ça la vie. Il y en a qui gèrent, il y en a qui digèrent. Et bien là, c'est pareil. Quand toi, tu acceptes que cette réalité, elle est adaptée à toi, d'accord? Et que le bon Dieu, il te l'envoie. Donc, il te pose la question. Ben, réponds. Tu dis, mais c'est pas évident. Hein. Alors, je vais vous dire une vérité ben chetrital. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes capable de l'accepter parce qu'on ne se connaît pas tellement. Une fois, j'ai dit, mais c'est profond. Si vous sentez des lancers dans la tête, c'est qu'on a été trop loin au niveau neuronal. C'est que dans la vie, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Ça va ou ça va trop vite? La phrase. Puis on a Stéphanie de Monaco avec nous. Donc, regardez, je répète. Donc, dans la vie, ouais, c'est votre couleur naturelle? Bon, alors, donc, dans la vie, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Alors, les gens ils disent, c'est complètement débile. Ben évidemment, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas évident. Bah oui, ce qui n'est pas évident, c'est pas évident. Écoutez bien ça. J'ai arrêté de parler au premier degré quand j'avais 6 ans et demi. Donc, c'est pas aujourd'hui à 60 ans que je vais dire des lourdeurs. Écoutez bien. C'est quoi évident? C'est quoi évident? Je dis, voilà, ta fille, elle est malade, il faut 80 000 $. Qu'est-ce que tu vas dire? Elle va mourir, c'est trop cher. Non, c'est évident que je vais trouver l'argent. D'accord? Je sais pas moi, le mur, il est tombé, il y a ta mère en dessous. Comment tu vas faire? Ça pèse 2 tonnes. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Pourquoi? C'est évident. Donc en vérité, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Ce qui est évident, ça veut dire ce que tu peux pas vivre sans ça. Tu t'es mis dans la tête, tu vas épouser cette fille. Tu vas te battre, tu vas monter au plafond, tu vas grimper par la fenêtre. Tu vas acheter cette maison, c'est évident. Maintenant, quand le contraire, quand toi tu dis, ouais, mais tu comprends, ses parents, ils m'aiment pas. C'est pas évident. Ah, mais j'ai pas les diplômes, c'est pas évident. Qui c'est qui a fait que c'est pas évident? C'est toi. Donc, qu'est-ce qui est pas évident? Parce que toi, tu as dit que c'est pas évident. Donc, en vérité, le vrai problème, c'est d'arriver à l'évidence. Ouais. Maintenant, nous, comment on appelle l'évidence? On appelle l'aïmouna et le bitachon. L'autre, comment il appelle l'aïmouna? Il appelle la conscience en soi. Le chat. Non. Attendez, bougez pas. Ah bon? Allez, revenez. Non, C'est bon, ça va. Fermez la fenêtre, sinon. C'est Roi Elohim, ça. Hein. J'ai tout, moi. C'est la première fois que j'ai un chat qui me coupe le cours. Excusez-moi. C'est pas grave, mais t'as raison. J'ai vu partir. Je voyais Vous allez bien? défenestré. Ah bon? Non, mais les chats, ils ont le sens de l'équilibre. Hein. Oui, mais Ils tombent sur les pattes. Pas le sens du tout. Ah bon? Il était de l'autre côté, derrière de l'autre côté. Oui. Ah bon? C'est la Alors, première fois. Bon, allez. je continue ou je... Oui, bien sûr. Désolé. Non, c'est moi. Bitul Torah. Non, mais ça, c'est très, très important. Une fois, j'ai dit à un rave, il faut étudier des milliers de pages de Gemara pour avoir confiance dans son bon sens. Vous suivez ou non? Parce que le bon sens, ça a l'air comme ça facile. C'est pas simple. Chez les grands de la Torah, on l'appelle le Da'at Torah. Et quand tu réfléchis à ce qu'il t'a dit, tu dis, mais c'est du bon sens. Ah, pourquoi tu n'as pas pensé avant? Tu as pensé. Ah, pourquoi tu l'as pas appliqué? C'est pas évident. Tu vois? Ça veut dire que tu n'adhères pas à 100% au problème. Et la preuve?
Vous savez, quand j'avais 14 ans, j'ai posé une question. Je dis, vous savez qu'il y a le problème et la solution. Il y a le problème et la solution. Comment ça se fait qu'en général, quand la solution apparaît, le problème disparaît? Vous allez dire, c'est pareil, c'est normal. Le problème disparaît parce qu'il y a la solution. C'est comme quand tu dis, où est l'obscurité quand on allume la lumière? T'es brel, tu allumes la lumière, elle part l'obscurité. Ouais, donc c'est normal que la solution, le problème disparaît quand la solution apparaît. Oui, non, oui, non. Oui, c'est faux. Moi, je connais plein de gens, ils ont des problèmes, je leur donne des solutions. Écoute bien, ils ont le problème et la solution. C'est que les 3/4 des gens qui posent des questions, ils connaissent la réponse. La preuve, ils la donnent à leur meilleur copain. Après, il dit, mais pourquoi tu fais pas ça avec ta femme? Elle est spéciale, c'est spécial. C'est un cas d'école. Même Freud, il s'est suicidé. D'accord? Pourquoi les solutions qui sont bonnes pour les autres ne sont pas bonnes pour toi? Écoutez bien cette explication. Le mot solution en français, il veut dire solution. Résolution. C'est la résolution. Ok. Mais le mot solution veut dire aussi mélange. Une solution aqueuse, par exemple. C'est quoi une solution aqueuse, nous, les étudiants? Solution aqueuse. On a un médecin là dans la. Je vais peut-être baisser le niveau de la conférence. Ah Sam, tu peux répondre? Une solution aqueuse, c'est à base d'eau. Voilà. Non, la solution aqueuse, c'est le mec qui t'accuse. Non, c'est le mec qui t'accuse. Facile d'accuser. D'accord? Genre, en plus, il attend, en plus, il t'accuse. C'est connu ça. Ouais, il brûle le feu, après il sort, il dit, tu sais pas conduire. La solution aqueuse. Ouais. Non, la solution, ça veut dire un mélange. Allez, écoutez bien ce hidouche. Tu prends un sucre, tu le solutionnes dans le café, tu le mélanges. Ouais. Maintenant, le problème, il est là, toi, t'es là. Tu as deux solutions. Écoute bien. Soit tu te solutionnes, soit tu te solutionnes pas. Non, les gens, ils croient que la solution, c'est genre, le Rav, il a dit, mon père, il m'a expliqué, l'éducation que j'ai reçue, les principes que j'ai, l'intelligence que j'ai développée. Non, la solution, écoute bien, c'est le niveau de maturité que tu as atteint en te solutionnant avec le problème. Le problème, il est là. Ouais. Quand tu l'assumes, le problème, tu grandis. Pourquoi tu grandis? Parce que la résonance de l'existence, c'est la maturité. Donc quand tu existes, extérieur-ist, quand tu es à l'extérieur, ouais, la résonance, ça te fait grandir. C'est pour ça que les gens qui n'assument pas ne grandissent pas. Quand tu vois des gens de 30 ans à qui tu poses une question de 30 ans et qui donnent une réponse de 15 ans, quel âge ils ont? Quel âge? Ils ont 15 ans. Tu dis, mais comment on peut avoir 15 ans à 30 ans? Et c'est très simple, parce que puisqu'on grandit en faisant les exercices de la vie, donc quand tu réponds pas, parce que tu ne te sens pas concerné, ou tu penses que c'est à cause des autres, donc tu grandis pas. Donc tu te retrouves avec un âge physique de 40 ans et un âge mental de 8 ans. Mais quand quelqu'un de 40 ans lui pose des questions de 40 ans, alors qu'est-ce qu'on fait pour notre fille? Qu'est-ce qu'on fait pour le business? Qu'est-ce qu'on fait? Le mec il donne une réponse de gamin. Ah ben j'ai rien à foutre. Ah ben c'est qu'à le faire toi. Eh, tu me saoules, j'ai pas les nerfs. Et tu dis mais baba, t'as pas compris, il y a ta signature sur le contrat là. Je m'en fous que t'as pas les nerfs, c'est toi qui dois payer. C'est marqué lui approuvé. C'est toi qui as dit arrête mes coups d'échetteline, non? Va t'arranger avec elle. C'est toi qui l'as mis enceinte, alors assume. Ah non, écoute, je l'aime pas, elle a des boutons. Comment elle a des boutons? C'est bizarre. Donc quand tu entends une réponse de gamin chez un adulte, c'est juste que c'est son âge. Il faut accepter ça. Parce que les gens ils disent, ah mais moi il m'appelle Rabin Chetri, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Je dis, mais normal, ça vient de normer. Le gars, il est normé à lui. C'est-à-dire qu'en vérité, il est cohérent avec ses incohérences. Maintenant, toi, il n'est pas cohérent avec tes cohérences à toi. Mais c'est normal, puisqu'il n'est pas toi. Tu dis, mais c'est choquant. C'est insupportable. C'est invivable. Comment ils appellent ça des chachamim? Un rachat. C'est un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un qui est cohérent avec ses incohérences. Il dit à sa femme, je t'aime, mais après, il appelle sa maîtresse, il dit, bon, on se revoit demain. La femme, elle surprend, elle dit, mais t'es là ou t'es là? T'es qui, toi? Ouais. Tu montes à la Torah, 1000 €. Après, toute la journée au téléphone, tu voles. Bon, je comprends. Manque de lumière, tu installes des panneaux, c'est normal. T'as froid, tu fais de l'ISO. Mais à un moment ou à un autre, tu sens bien que tu es en train de voler quand même toute la journée. Ouais, oui, mais tu comprends, c'est ça la part de ça, comment on va faire pour s'en sortir et tout. Ok, mais il y a un moment, tu dois te sentir un peu mal à l'aise. Mais mal à l'aise, c'est quoi mal à l'aise? C'est mal par rapport à qui? À l'autre qui est à l'aise. Il y a le mal et il y a celui qui est à l'aise. Aussi bon, non? Mais tant que toi, tu n'as pas déterminé en toi qui est le bon, qui est le mauvais, et tu t'es pas séparé du mauvais, bah, tu es obligé d'être cohérent avec le mauvais. Donc c'est comme le gars qui a de la peine de dire à sa maîtresse que c'est fini parce qu'il lui a fait beaucoup de promesses. Mais la femme, il lui a fait 6 gosses. Dis-moi, c'est à qui doit avoir de la peine? Et le gars, il te dit, écoutez, Rav, j'ai besoin de prendre le temps parce que je vais lui faire de la peine, mais qu'elle s'étouffe, qu'elle meure, celle-là, elle a pris un homme marié. Tu pries qu'elle tombe dans l'escalier ou qu'un avion il se pose sur elle.
Et toi, tu dis, non, mais je l'ai peine, il faut que je l'aménage, je lui explique gentiment, on va faire un resto, peut-être on fait une nuit à l'hôtel pour que je lui explique gentiment. Le gars, tu le regardes comme ça, on est dans un monde de cinglés. Ouais. Ça, je te dis, bon, les gens, parce que comme j'ai un gros débit, les gens croient que je dis des débilités. Non, débit et débile, c'est pas la même racine. Mais c'est que les gens ne comprennent pas que quand tu veux pas être cohérent avec ta cohérence, tu vas être obligé d'être cohérent avec tes incohérences. Mais encore une fois, pour qu'il y ait une perception de l'incohérence, il faut que tu saches à l'intérieur qui c'est qui parle, si c'est toi ou pas toi. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzerara, d'accord? Eux, ils l'appellent le bipolaire, le schizophrène, ils l'appellent le caractériel. Mais ça ne change rien, c'est que des mots. Moi, j'ai dit à des gens, moi, je vous propose un programme pour travailler les midotes. Ils me disent, non, j'ai pas envie d'écouter des cours, de travailler sur moi. Je dis, mais t'as pas compris, après Ben Chetrit, c'est les médicaments. Ah ben, en fait, t'es un bipolaire. T'as juste pas accepté. Ouais, maintenant, moi, je te dis, le bipolaire, ok, ça veut dire que ton moi intérieur, il est trop petit, et ton Yetzera, il est fort. Maintenant, quand t'as un Yetzera de 45 ans et un Yetzera Tov de 8 ans, c'est normal que la lutte, elle est inégale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la musculation existentielle pour que ton moi, il retrouve sa place. Et maintenant que ton moi intérieur et extérieur, ils ont le même âge, tu verras, tu te sentiras bien dans ta vie. Parce que tu seras toi-même. Tu seras bien dans ta peau. Mais les gens, ils veulent pas. Ah, c'est trop compliqué, ça me prend la tête et ça me saoule. Je dis, on va apprendre sur la vie. Mais dans la vie, la seule différence, c'est que quand tu le fais dans la vie, il y a des cicatrices, il y a des fractures, il y a des divorces, il y a des adultères, il y a des erreurs, il y a des bêtises, il y a des dépôts de bilan, il y a des embrouilles, il y a des magouilles, il y a de la prison. Sur la base de quoi? Juste que ton moi, il n'est pas à l'âge qu'il est censé être. Dans toute la vie, c'est pareil. C'est pareil d'un couple. Un couple, il y a le couple, il est enfant, le couple, il est adolescent, le couple, il est adulte. Alors, c'est quoi un couple enfant? C'est que chacun est convaincu que c'est l'autre qui a tort. C'est normal, c'est des gamins. Ouais, ils accusent les autres. Le couple adolescent, c'est un couple qui reconnaît chacun qu'ils ont 50% de tort, parce qu'on est en évolution. Le couple adulte, c'est chacun, il dit, écoute, moi, je vais faire mon maximum, et l'autre, j'ai confiance qu'elle est extraordinaire. Tu es capable de faire ça, ou tu dis, c'est encore la faute de l'autre? Ça, c'est un couple adulte. C'est que chacun assume ce qu'il a à faire. Ouais, parce que moi, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, je peux vous dire que j'ai rarement vu des couples qui ont des problèmes de couple. Les 3/4 des couples, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. Donc le gars, il n'a pas confiance en lui, il va dire à sa femme qu'elle est nulle. La femme, elle n'a pas coupé le cordon ombilical, elle va dire à son mari, tu parles trop à ta mère. Mais comment je parle à ma mère? Elle est morte. Ouais, mais elle est encore là, je la sens, je sens sa présence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une confrontation avec le vide, avec le rien. Une maman, elle m'appelle, elle me dit, Rabbi Chetrit, ma fille veut me détruire. Elle me regarde de haut. Elle me met du chantage, elle me stresse. Elle me pousse à bout, elle me rend folle. Je dis, quel âge est là? Elle me dit, 4 ans et demi. Je dis, mais comment une fille de 4 ans et demi, elle peut vous pousser au suicide? Mais elle a le caractère de ma belle-mère. Je dis, comment elle peut vous prendre de haut puisqu'elle fait 60 cm? À vos tailles. La coexistence, c'est la rencontre de deux existants. Maintenant, si quelqu'un de 4 ans et demi, il te déstabilise, ça veut dire que ton âge mental, il est moins que 4 ans et demi. Vous me suivez, vous? Maintenant, le manque intérieur, il y a deux solutions. Soit c'est parce que tu n'as pas construit la personne, soit parce que tu es en attente de quelque chose que l'autre détient. Ça s'appelle l'accrodépendance. Par exemple, si tu as besoin d'affection, fais attention parce qu'il y a quelqu'un qui va proposer de l'affection, et pas toujours cachère. Si tu as besoin d'argent, fais attention. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire les courses quand tu as faim. Tu vas tout acheter. C'est pareil, quand tu veux te marier, tu veux te marier, fais attention. Parce que plus tu tardes, plus tu as faim, et quand tu as faim, tu peux manger n'importe quoi. C'est comme si quelqu'un, depuis 15 jours, il est dans le désert, il n'a pas mangé, il n'a rien mangé. Il est comme ça. Il lui reste 1,3 calorie. Et il tombe sur un cadavre de chien mort il y a 4 mois, vert, pourri, rempli d'asticots. Il va le manger ou non? Oui, non? On fait un sondage. Allez, tous les top chefs. Tous les top chefs. Est-ce qu'il va le manger? Mais il va se délecter. Oh, quel plaisir, quelle joie, quel truc. C'est pareil dans tout? C'est bien que dans les wagons qui allaient au camp de la mort, les gens, ils buvaient leur pipi. Une fois, il y en a un, il a dit comment ça se fait que quand on va à Auschwitz, il y a de l'herbe partout, mais dans les photos de déportés, il n'y en avait pas? Il dit, mais parce qu'on l'a mangé, l'herbe. Il mangeait l'herbe. D'accord? C'est que nous, tu donnes au gosse le pain, ah, c'est ce matin, ah, il est un peu dur. On va faire la guerre, va. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Écoutez bien. Ça veut dire que, en vérité,
le fait que tu puisses accepter l'inacceptable, c'est parce que tu es dans une telle faim, dans une telle dépendance, dans une telle demande, que tu peux faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc il ne faut jamais être en situation comme ça. Or, c'est le vide, ça. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Maintenant, celui qui connaît ses manques, il connaît sa vie. Celui qui connaissait les manques de son couple, moi, il me téléphone, Rav Chetri, écoutez, j'ai fait une très, très, très grosse bêtise. Très, très, très. Je dis alors, vous avez trompé bonne femme. Oh, comment vous le savez? Et vous avez physiquement confirmé cette tromperie. Exactement. Et votre femme, elle est tombée sur un texto, elle a tout découvert. Oh, mais Rav, vous êtes un professionnel de l'événementiel. Un prophète. Ah, Botaï, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Il me dit, mais comment vous savez? Je dis, mais moi, si j'étais lié de Serara, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais créé un manque dans ton couple, un manque de communication, un manque de tendresse, un manque de n'importe quoi. Et après, quand tu aurais eu bien le manque, comme le pêcheur, il sait ce qu'il faut mettre au bout de l'hameçon pour que pour que le poisson il morde. Et après, je t'aurais fait rencontrer exactement ce qui te manque. Vous me suivez ou non? C'est que si tu connais les manques dans ton couple, tu sais sur quoi elle va être l'épreuve. Si tu as un problème avec l'argent, l'épreuve elle sera dans l'argent. Si tu as un problème avec la tendresse, donc quand une femme, je dis, écoute, arrangez-vous, faites-vous un peu jolie. Ah non, ça y est, j'ai accouché 4 fois, ça me saoule, j'ai fait attention. Parce que d'abord, ils regardent, après ils comparent. Les goïms, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Comment le mec, il sait que sa femme est grosse? Parce qu'il va sur certains sites d'éducation anatomique, d'accord? Qui sont ni pour nous, ni pour lui. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, si toi, tu combles les manques, c'est-à-dire que toi, tu fais que ta femme, elle est comblée. Toi, tu fais que ton mari, il est comblé. Maintenant, quelqu'un qui a mangé 2 assiettes de dafina, quand on lui propose une choucroute, il veut pas. C'est normal ou non? Mais quelqu'un qui crève de faim, il est prêt à manger n'importe quoi. C'est pareil, si toi et ton fils, vous êtes comme ça, ouais, pourquoi il va aller chercher de la drogue? Pourquoi il va traîner avec des fous? Pourquoi il va faire des expériences bizarres? Vous êtes comme ça. Mais si vous êtes comme ça, il y a de la place. Yesh makom. Maintenant, tu es trop occupé, ou tu es déçu de lui, ou il n'est pas assez religieux, ou il est bête, ou il ne comprend rien, ou il a les midotes de ta belle famille. Ça ne change rien, mais tu es espacé. Dans l'espace, ça s'appelle le vide. Le vide n'existe pas. Donc cette bouteille, à bouteille, si je la vide, elle se remplit d'air. Qui c'est qui a mis l'air? C'est moi. Ouais. Si je la vide, qui c'est qui a mis l'air? Il y en a qui, c'est la nature, parce que la nature n'aime pas le vide. Donc dès que j'enlève l'eau, elle se remplit d'air. Il y en a, les gens ils vont dire c'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. Il est venu. Ouais. En vérité, c'est le gars qui a enlevé l'eau qui a mis l'air. Vous me suivez ou non? Donc c'est celui qui a enlevé la confiance qui a amené les soupçons. C'est celui qui a enlevé l'ambiance qui a amené l'arma dans la maison. C'est celui qui a enlevé la drague de sa femme qui a amené la froideur. Et pareil pour le mari. C'est que c'est normal qu'un homme, il drague sa femme. Une femme, elle drague son mari, c'est normal. Parce que c'est un besoin. Pourquoi elle t'a épousé? Pourquoi? Pour faire des machines à laver et des enfants et recevoir ta mère pendant 17 ans. Elle t'a épousé parce que tu l'as dit que tu l'aimais. Et vous, la femme, c'est pareil. C'est normal. Vous savez que votre mari il a des besoins. Faites-lui plaisir. Non, qui crève, qui s'étouffe. Mais il va le faire. Mais qui c'est qui va lui faire du bouche à bouche pour le sauver? Et si vous dites, moi, j'y arriverai jamais, d'abord, comment je vais connaître le secret? Demande à Victoria. Je ne sais pas, il y a des solutions, d'accord? Donc ici, c'est pareil. Quand la personne, elle voit quel est le manque du mari, quel est le manque de la femme, quel est le manque des enfants, quel est le manque de la personne. C'est-à-dire, si toi, tu connais tes manques, ouais, tu sais exactement ce qui va t'arriver, puisque tes épreuves ne sont que le complément de tes manques. C'est celui qui connaît son Yetzer Hara, il n'y a pas de surprise dans la vie. Les gens ils disent, oui, vous savez, je tombe des nues, je ne m'y attendais pas du tout. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Eh bien, je ne pensais pas qu'un jour je serais amené à tromper ma femme. Je dis, mais tu dragues, tu construis avec ta femme, tu évolues? Non. Eh ben alors, donc il y a un vide. Dans le vide, quelqu'un va le remplir. C'est normal. Même un robinet, la vérité, un lavabo, dans une belle maison, voir comme ça, une belle maison, ouais. Tu pars pendant 3 mois. Tu reviens. La vérité, tu mets ta tête dans le lavabo, ça pue. Pourquoi? Tu dis quand même, c'est pas possible. Attendez quand même. Boulevard des Invalides. Ok. Tu sais combien il y a de mètres carrés? Ok. Mais ça fait 4 mois qu'il n'y a pas d'eau qui a circulé dans ce lavabo. Ça pue. Parce que même l'eau, ça pourrit. Donc le couple aussi est pourri. Même ta tête, elle pourrit.
Si tu n'es pas en évolution, tu n'es pas en recherche, tu n'es pas en perspective, tu n'es pas en projet, eh ben tu pourris dans ta tête. Ça s'appelle la dépression. Parce qu'il faut faire couler de l'eau, il faut avoir des projets, il faut avancer. Quand la Torah te dit, Shacharit, Mitra, lève-toi, travaille, sois positif, bats-toi avec l'autre, trouve des solutions, aide la communauté. Tu dis, oh c'est bon, moi ça me suffit, hein, j'en peux plus de toutes ces pressions. Mais attention, Baba, parce que les pressions, elles sont pour qui? Pour les gens qui sont sous pression. Mais la pression, elle vient de la distance entre ce que tu es censé être et ce que tu es. C'est ça le stress. Le stress, c'est la souffrance développée par la distance entre ton moi développé et ton moi non développé. Ça va? Donc, une pression, ça va. Dépression, ça va pas. Maintenant, pour l'instant, c'est psychologique. Tu peux te battre. Vas-y, lève-toi, va prendre une douche et bats-toi. Après, ça devient chronique. Après, ça devient chimique. Donc, tant que c'est que dans la tête, bouge-toi. C'est facile. Ouais. Donc, pourquoi une mitzvah d'être tout le temps Bessimcha? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi pourquoi tous ces psukim qui parlent de la joie? Parce que c'est la solution. Mais c'est que la joie, c'est la satisfaction d'être. Mais la satisfaction d'être, elle est seulement pour celui qui est devenu. Donc celui qui n'existe pas, il ne devient pas. Comme il ne devient pas, il n'est pas. Comme il n'est pas, il n'a pas la satisfaction d'être. Comme il n'a pas la satisfaction d'être, il est triste. Et la tristesse, elle dit la Gemara, c'est la mère de toute la vérote. D'abord tu es triste, après tu fais des avérotes. Après, il n'y a plus d'ambiance dans ton couple. Après, tu commences à avoir des besoins un peu excités. Ouais. D'abord, tu t'ennuies, alors tu commences à faire des bêtises. D'abord, tu n'as pas de projet dans ta vie, alors tu commences à fumer des trucs bizarres. Mais si tu es un homme occupé, si tu es une machine de guerre, si tu es une balle de parabellum, mais tu n'as pas le temps. Moi, souvent, les gens me disent, mais vous êtes jamais triste? Je dis, mais je n'ai pas le temps. Bon, je vous donne un secret, hein, de Ben Chetrit aussi. La tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Tu dis, mais il y a une douleur. Oui, il y a une douleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une douleur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais il y a une douleur. Eh bien, avance. Tu t'es fait mal, un Doliprane, avance. Tu dis, oui, mais j'ai perdu quelqu'un. Eh bien, le deuil, hop, avance. La vie, avant tout. Après, tu dis, oui, mais c'est pas évident, on m'a planté de 1 milliard d'euros. Eh bien, écoute, t'es vivant, t'es pas pendu dans ton couloir. Allez, bouge. Tu vas les refaire. Eh bien, non, je peux pas. Non. J'ai envie de m'asseoir, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de le monument de la douleur. J'ai envie de le représentant mondial des lamentations. C'est un syndrome, ça s'appelle le Kotel. C'est des gens qui se prennent pour le mur des lamentations. D'ailleurs, tu sais pas pourquoi, quand ils te parlent, tu as envie de mettre un bout de papier dans le nez, tu dis, mais je sais pas. Ça doit porter bonheur ou quoi? Parce que le gars, il n'arrête pas de se plaindre. Mais il se plaint, c'est toute la journée, ça va pas, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, vous vous rendez pas compte. Et puis j'en ai marre, et c'est pas ça. Et puis vous la connaissez pas, et les enfants, et je suis déçu, et la politique, et la France. Que de la ramma. Que de la ramma. D'ailleurs, après, ça dégénère. Au niveau physique, ça s'appelle le rhumatisme. C'est la maladie de la rhumba. Ouais. Et ils boudent, ils en font une religion. Ils s'assoient par terre, ils grossissent, ils perdent les cheveux, ils bougent plus. Ils Bouddha, tout au passé. Ouais. Il y en a qui boudent toute leur vie, des jusque bouddhistes. Mais moi, je dis, encore une fois, ça n'engage que moi. La vérité, écoutez ce que je vais vous dire parce que c'est important. Je vais bientôt arrêter parce que ça fait 53 minutes que je sens qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe et que... Non, c'est une façon de parler, mais ça fait plaisir quand même d'être contredit. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est un peu violent. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? S'il y a des gens qui sont fragiles psychologiquement, je fais attention parce qu'avant je poussais tellement, il y a des gens ils faisaient des crises d'épilepsie pendant les cours. Moi, j'allais trop loin. Ouais. On va tous mourir. 120 ans. On va tous mourir. Non, c'est vrai. Alors faites-moi plaisir. Essayez de ne pas mourir de votre vivant. Vous me suivez ou non? C'est quand tu t'élèves, tu dis c'est mort. Tu viens, qu'est-ce qu'on fait avec ce petit? Oh, c'est mort. Le magasin, il est mal placé. Oh, c'est mort. La France, c'est mort. Combien la mort? Le mec, il était industriel, producteur de chaussures. Maintenant, il fait des cercueils. Pourquoi? Parce que même ces pompes, elles sont devenues funèbres. C'est des pompes. D'accord? C'est pas possible. Ça veut dire qu'on va mourir. Tu dis Chazvé Shalom, Simsilinu. Ok, ils ont peur, les gens. Ouais, ils mettent pas les tefilines, mais ils ont un fil rouge. Tu vois, des fois que ça puisse, des fois qu'ils diraient au Lamaba de Cyril. D'accord? Mais Laura Vanouna, très connue. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire à un moment ou un autre, tu diras, tu sais quoi? Puisqu'un jour on va mourir, alors on va attendre ce jour-là pour mourir. Mais avant qu'on meure, viens, on va être content.
Viens, on va être heureux. Viens, on va dire merci. Ouais. Encore qu'une fois, encore un qui se plaignait au téléphone. Je dis, écoute, fais-moi plaisir. Va dans un département Covid, là. Va voir ce qui se passe là-bas. Va voir le mec qui s'étouffe, le mec qui est dans le coma depuis 3 mois. Après, tu reviens, tu m'expliques qu'est-ce qui se passe avec ta femme, pourquoi ton fils il est dur, que la parole ça n'est pas facile. Viens. Tu dis, ouais, mais ça n'a rien à voir, faut pas tout mélanger. Comme si les gens, ils veulent préserver le droit d'être malheureux. Vous me suivez ou non? Comme si être un CON était un droit constitutionnel. Parce que c'est ça, CON. Les gens, ils croient CON, c'est un gros mot. Non, CON, c'est le contraire d'intelligent. Intelligent en philosophie, c'est quoi? C'est la capacité d'adaptation. L'adaptation, c'est quoi? C'est que tu es en accord avec ta réalité. Donc, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Ouais. Donc, la Imouna dans la religion, l'adaptation en psychologie, l'adaptation avec soi-même, avec l'autre, avec la vie. Donc, quand tu es inadapté, tu es un CON. C'est ça, CON. D'ailleurs, on le dit, mais tu as une femme de folie, mais tu es CON ou quoi? Mais ton fils, il attend que ça. Va dans la chambre, dis-lui que tu l'aimes. Ah non, c'est pas à moi de le faire. Mon père, il l'a jamais fait. Ok, mais tu as fait 3 tentatives. C'est vrai. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on connaît les solutions, mais il faut y aller. Ouais. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour que chaque situation, tu en tires le meilleur? Pour que chaque situation, tu t'épanouis avec. Pour que chaque situation, tu grandis avec. Tu sais comment? C'est que tu vas regarder, écoute bien, le côté positif de la situation. Mais pas comme on croit, nous, positif, ça veut dire bisounours, Baruch Hashem, Manachem, Odul Hashem, Baruch Hashem. Non. Parce que des fois, le bien, ça fait mal. Des fois, grandir, ça fait souffrir. Des fois, la remise en cause, c'est dur. Des fois, rendre l'argent, c'est ça, c'est la mort. Des fois, demander pardon. Des fois, dire que tu as tort alors que tu sais que tu as raison, c'est dur. Mais pour le shalom, tu n'es pas prêt à faire ça? Ou tu continues, tu dis, non, regarde, j'avais raison. Même le rabbin, il a dit que j'avais raison. Même le psychiatre, il a dit que j'avais raison. Ok, chérie, c'est vrai, tu avais raison. Maintenant, on est divorcé, tu es tout seul à Blanc-Ménil dans un 2 pièces. Comment ça? Ça va, tu es bien, mais tu avais raison. Maintenant, Hachem, il a menti pour le shalom, et toi, tu fais la tête dure. Mais de quel endroit du Maroc? Je veux dire, comment c'est possible? Un tel niveau de psychorigidité. Moi, j'ai rien contre les Marocains. D'ailleurs, je suis Marocain moi-même. Hein. Il y en a, il a dit les Marocains, c'est comme les avions, il n'y a pas de marche arrière. donc c'est quoi l'idée? Restez calme. Le pire est à venir. Donc ça veut dire qu'en vérité, si toi tu te mets dans cette posture mentale qui s'appelle le moussard, c'est-à-dire de dire, allez, qu'est-ce que je peux grandir avec ce problème? Qu'est-ce que je peux grandir avec cette situation? Donc quelqu'un qui t'énerve, par exemple, ouais, tu peux dire, il m'énerve. Ou tu peux dire, peut-être, c'est une opportunité de muscler ma patience. À qui il demande de l'aide? Peut-être c'est quelqu'un qui va t'aider à lutter contre ta radinerie et ton égoïsme. Ouais. Quelqu'un qui parle doucement, bah, c'est une épreuve pour travailler ta patience. Moi, par exemple, j'ai un esprit un peu rapide, c'est un défaut de naissance. Ouais. Mais quand il y a un mec qui bégaye, pour moi, la grande épreuve, c'est de ne pas lui finir sa phrase. Mais je vais mourir. Déjà, un mec qui bégaye pas, quand il commence à parler, je vais te dire ce qu'il va dire dans une demi-heure. Mais je le laisse parler pour pas qu'il ait l'impression que je le frustre. Mais le mec qui bégaye, tu deviens fou. Je suis en train de faire de la musculation. C'est-à-dire, mes nerfs, ils deviennent du tungstène. Ouais. Ou les gens qui tournent autour du pot. Ouais, tu les écoutes, ils parlent, voilà ce qu'elle m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait, voilà ce qu'elle a fait. Mais tu sais très bien qu'en vérité, ils n'ont pas posé la vraie. Alors j'ai dit, bon, au bout d'une demi-heure, j'ai dit, mais c'est quoi votre question, madame? Mais Rav, ça fait une demi-heure que je vous parle. Je ne sais pas ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez qu'on avance, vous voulez qu'on recule, vous voulez qu'on divorce, vous voulez qu'on se marie, qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-moi. Oui, mais c'est clair, hein. Je vous dis ma souffrance, mon malheur. Moi aussi, quand je vais aux toilettes, si je vous raconte ce qui sort, c'est pas beau. Ah, c'est extrêmement gênant, là. Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux que ta vie, ça soit un toilette? Ouais. Ou tu veux que ta vie, ça soit une salle à manger? Moi, j'ai dit cette question. C'est une question. Pourquoi on va seul aux toilettes? Pourquoi on va seul à la salle de bain? Normalement. En plus, c'est marqué toilette publique. On devrait mettre 3-4 toilettes. On s'assoit, on discute, on met un téléviseur, on prend des sandwichs. C'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse. Après, tu vas te laver. Pourquoi on va seul à la salle de bain? Même les Suédois, qui sont très très cool, ils prennent la douche tout seuls. Ouais, écoute cette phrase de Ben Chetrit. Écoute, il a dit, tous les endroits où tu te débarrasses de ta crasse, n'invite pas les gens que tu aimes. On a tous des crasses. Tu as dit, etc., tu as de la nervosité, tu as de l'orgueil, tu as de la bêtise, tu as un mal-être, tu as un problème, tu as une honte. Ça, c'est ta MERDE.
Va aux toilettes. Va aux toilettes. C'est comme quelqu'un qui a envie de vomir. Est-ce qu'en vomissant sur quelqu'un, il est plus soulagé qu'en vomissant dans les toilettes? Il y a des psys, il y a des rabbins. Sinon, tu fais un numéro au hasard, t'appelles, tu décharges toute ta haine, tu raccroches, après tu lis le lendemain dans le Parisien, encore un suicide, d'accord? Mais pourquoi tu déverses ta négativité sur les gens que tu aimes? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On partage tout, on est marié pour le meilleur et pour sa mère. Non! Non! La facilité. Bien sûr, ta négation, tu la gères, comme la douche, comme ta crasse. Ça va, il y a des déodorants, il y a des savons, il y a plein de solutions. Ouais. Par contre, le meilleur, tu le donnes à l'autre. Ça, vous savez comment ça s'appelle ça? Voir le côté constructif de la situation, chercher la solution qui te fait grandir, regarder, d'amener le meilleur de toi-même à la réalité. Tu sais comment ça s'appelle en hébreu? Avedan et kol adam le kavzechut. C'est ça, juger du bon côté. Vous me suivez ou non? Juger parce que bon dans la Torah, c'est pas comme les gens y croient. Bon, ils croient que ça veut dire tov, c'est bon. Non. Tov, c'est shalem. Le srout, c'est quoi srout? C'est zar. Zar, c'est pur. C'est-à-dire, donne à l'autre une parole purifiée. Donne à l'autre le meilleur de toi. Donne à ton client le meilleur de ton idée. Donne à Hachem le meilleur de toi-même. Hachem, devenu libo. Donne le meilleur. Tu dis, mais il n'y a pas que du meilleur, hein, il y a aussi du mauvais. Eh bien, le mauvais, gère-le tout seul. Va gérer tes problèmes. Parce que moi, je vous dis ce que je vois. Encore une fois, c'est ma petite expérience. Prenez un événement qui arrive. Moi, je prends l'exemple du couple, mais dans la vie, c'est pareil. L'événement, il est 100%. D'accord? Maintenant, imagine, le mari, il a fait 80% de la bêtise. D'accord? Sa femme, elle est partie à Eilat pour une semaine, et lui, il se sentait seul, il a invité son ex. Très grosse erreur. D'accord? Et elle, quand elle a appris ça, elle l'a insulté de tous les noms. Donc lui, il a fait 80% de l'erreur d'inviter son ex, et elle l'a insulté 20%. Ok. Ou le contraire. Elle a fait 80% de l'erreur. Ouais, il lui a acheté la dernière Range Rover, la Sport, et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, j'ai envie de faire un tour, je vais la montrer à mes copines, elle va. Elle la prend, il dit, chérie, elle n'est pas sûre. Ça va, c'est rien. Et là, elle l'a cassé. Elle l'a fini. Il restait un prospectus de Range Rover. Il dit, mais mon amour, 130 000 euros. Toute option, tu l'as tout cassé. Écoute, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, hein? J'aurais pu mourir. Donc elle a fait 80% de la bêtise. Ouais. Et lui, il a fait 20% puisqu'il a insulté. Mais suivez ou non? Donc les exemples sont bisexes. Maintenant, prenez la photo. Il y avait 80-20. Ou les 80 là et les 20, ou les 80 ou les 20. Écoutez bien ce qui se passe au niveau psychiatrique, c'est intéressant. Celui qui a fait les 80, il est tellement angoissé d'avoir fait les 80, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à l'autre, mais t'as vu comment tu m'as répondu? Donc il fait un transfert sur les 20. Vous me suivez ou non? Parce que c'est trop dur de se remettre en cause sur 80. Donc il accuse les 20. Genre la manière. Donc c'est pas grave. Ok, j'ai cassé la voiture, mais t'as vu comment tu m'as parlé? Ok, j'ai passé la nuit avec toi, avec mon ex. Et alors, c'est une manière de parler pour une fille religieuse, soi-disant. Transfert de culpabilité, basique chez les animaux, d'accord? Donc celui qui a fait les 80, il accuse l'autre des 20. Celui qui a fait les 20, il dit mais 20 c'est rien à côté des 80, c'est normal que je t'insulte, t'as cassé la voiture. Maintenant le problème, c'est qu'on a dit tout à l'heure qu'une réalité, elle te concerne, d'accord? Et c'est ça la Emouna. Donc toi, normalement, si on est à 100 et que toi tu as 80, moi j'ai 20, toi tu dois t'occuper de faire tes chouvas sur tes 80, t'excuser, trouver une solution. Moi je dois me trouver une solution sur les 20. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un transfert. Donc moi, je m'occupe de tes 80, toi, tu t'occupes de mes 20. Donc personnellement, personne n'évolue. Et à part ça, cet événement, il nous arrive à nous deux. Donc il aurait pu servir de ciment pour qu'on se rapproche. D'accord? Parce que toi, tu aurais dit, mais chérie, mais pourquoi tu as parlé à ton ex? Eh bien, tu sais quoi, j'arrive pas à te parler. Ah bon? Viens, on parle. D'accord? Ok, tu as cassé la voiture, mais grâce à Dieu, tu t'en es sorti. Oh, Hachem, c'est que du matériel. Donc cet événement, il aurait pu nous rapprocher. Pourquoi il nous a séparés? Parce que ça s'appelle en français la différence. La différence, où ça rapproche ou ça sépare. Si tu l'acceptes, ça rapproche. Si tu l'as subi, ça sépare. Parce qu'il y avait une différence. Il y avait une différence de 130 000 euros. Il y avait une différence que tu es tellement ouvert d'esprit que tu as invité ton ex. Et c'est le problème de la différence. Donc maintenant, si on fait l'inverse, on dit, ok, il y a une réalité devant moi. Et c'est ça la vie. La vie, c'est une série de diapos. Devant chaque diapo, comme vous êtes là devant moi. D'accord? Moi, la vérité. Moi, Serge, il m'a dit de venir. Je pouvais faire un petit Vartora sympathique. Pourquoi je me donnais de l'énergie, de la force et là, je suis en sueur, j'ai perdu 2 kilos. Pourquoi? Parce que, comme je respecte beaucoup Madame Ajaj, que j'avais rencontrée à l'époque à son bureau, après j'avais rencontré dans l'avion, après j'avais rencontré à l'école de Saratora, après elle m'avait demandé d'envoyer des CD et des cours à son fils. Donc,
elle est venue à mon gala. Donc j'ai vu cette énergie-là, d'accord? Donc je suis venu, j'ai dit, comme elle c'est une femme importante, je ne vais pas dire un truc bidon, mais je vais pouvoir faire un truc bidon, je veux un truc bidon. Tiens, comme dit Cyril, c'est de l'arnoula. D'accord? Donc non, je vous donne un truc de valeur, ouais? Vous, c'est pareil. Vous aurez pu dire, ah bah écoute, il est marrant, c'est pas un rabbin classique, franchement, on a bien rigolé. Ou alors vous pouvez aller plus loin, vous dire, quand même il a bougé à l'intérieur. Après, regardez sa femme. Donc quand tu dis, en rentrant à la maison, tu écoutes, vous dire, écoute, il a raison, c'est vrai. Tu sais quoi, viens, on fait un travail. Viens, on essaie de créer quelque chose, viens, on met en place. Moi, si vous voulez, moi j'ai des programmes de vidéos à travailler avec un programme, c'est gratuit, je ne vais pas vous demander d'argent. Et vous m'envoyez un mail, je vous envoie, vous travaillez tout seul, vous réglez votre problème. Vous allez économiser au moins 70 000 euros de médiateur de couple, d'accord? C'est pareil, au niveau personnel, si vous voulez un programme, ce que j'appelle un accélérateur de maturité, c'est pareil, vous voyez un mail, ravirkia@hotmail.com, programme, je vous envoie le respect de soi, la force d'affirmation, la sérénité, la connaissance de soi, la joie. Vous travaillez, il y a des méthodes, il y a tout, c'est gratuit, vous travaillez. Ouais, moi j'ai plein de psy qui me disent tu vas nous foutre au chômage parce que ce que tu arrives à régler en 3 mois, nous on n'arrive pas à le régler en 10 ans. Je dis c'est normal, je n'ai pas une piscine à payer. Donc c'est quoi l'idée? D'accord? L'idée, c'est que tout ça pour vous dire que vous aussi, pour moi, vous étiez une occasion. J'aurais pu baser. J'ai dit non, je fais un truc de valeur. Vous aussi, vous pouvez prendre cette énergie-là et encore faire des brachot et on va faire arvit et tout. Mais après aussi en rentrant à la maison, dire tu sais quoi, ça m'a fait réfléchir. Tiens, mon fils, je vais rentrer, je vais lui parler. Ah tiens, dans le business, il y a des choses que je me sens mal, eh ben je vais arrêter. D'accord? Et puis le Shabbat, je vais améliorer. Et la pudeur, je vais faire attention. Parce qu'avec une jupe aussi courte, les gens ils pourraient croire que c'est une ceinture. D'accord? Donc, chacun, il va prendre quelque chose sur lui. Ce que vous prenez sur vous, c'est le plus grand mérite que vous donnez à la personne. C'est le plus grand mérite. C'est plus que le Dvar Torah, et c'est plus que les brachot, et c'est plus que l'étude de la Torah. D'accord? Moi, je vois des gens, ils me disent, je vais payer un Sefer Torah à ma mère. Je dis, mais va étudier tous les jours. Ouais, il me dit, je vais acheter 150 livres. Je lui dis, arrête d'insulter ta femme. Arrête d'insulter ta femme. Je dis, ouais, mais elle m'énerve. Ça te tue de ne pas insulter. C'est mieux que d'offrir 150 livres à l'Yeshiva. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils se débarrassent. Tu sais pourquoi? Parce que là où ça fait mal, c'est là que tu as besoin. D'ailleurs, en musculation, si tu soulèves des haltères en polystyrène, au bout de 10 ans, il n'y a rien qu'à bouger. Voilà, on souhaite que ce cours y soit un mérite. Amen. Hazak, au Baruch.